Bonjour tout le monde, Frédéric Gonzalo avec vous. Je suis en présence de Jean-Michel Perron. Bonjour Jean-Michel, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Frédéric, ça va très bien, je te remercie. Alors, on salue la gang de Tourisme Express, les auditeurs qui sont avec nous, qui regardent cette vidéo. La dernière fois qu'on s'était parlé, Jean-Michel, c'était au mois d'avril dernier. La pandémie débutait, ou en tout le moins, on était au cœur de la tourmente. L'été se termine ou est sur le point de se terminer. Quelle est un peu ta perspective? Comment ça s'est passé au Québec dans les derniers mois, selon toi? Tu le sais, la réouverture au tourisme a été un petit peu bordélique au début, au printemps. Ouais. La promotion un peu anémique malgré les millions de dollars. Mais par contre, dans plusieurs régions, ben, ça a été finalement fort achalandé, mais en complète opposition avec Québec et Montréal et tout ce qui est urbain en réalité. Alors, c'est un peu, encore une fois, à l'image de la pandémie, c'est un peu bizarre comme situation. C'est qu'on est toujours en période de crise, malgré l'abondance des subventions, puis le niveau de dépenses des Québécois qui a repris son cours normal, n'empêche qu'on est toujours dans une crise autant sanitaire qu'éventuellement même économique. Ouais, 2020 certainement va passer à l'histoire, mais là, effectivement, on a passé les dernières semaines ou deux, trois derniers mois quand même avec un certain positivisme malgré les masques et les visières et les contraintes sanitaires. Dans l'ensemble, là, ça s'est quand même relativement bien déroulé. Mais là, c'est septembre, l'automne, la rentrée. Jean-Michel, tu nous as pondu une série d'articles pour mettre les choses en perspective. Aujourd'hui, on aimerait parler du premier volet dans lequel on va s'attarder d'un peu la situation, l'état des lieux à l'échelle mondiale. Et je l'ai dit tout de suite en préambule pour les gens qui nous écoutent, il y aura une deuxième et une troisième partie. Dans la deuxième section, on parlera du nouveau tourisme rêver mieux. Qu'est-ce qu'on peut voir comme perspective pour les prochains 12-18 mois en tourisme au Québec à l'international. Et dans le troisième volet, on va voir comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on met en place afin d'accéder à ce nouveau tourisme, un tourisme qui n'a pas le choix de se réinventer, malgré que le terme soit un peu galvaudé. Donc, c'est bien ça, hein, Jean-Michel, un peu la perspective de ta trilogie. Tout à fait. Puis aujourd'hui, ben, c'est d'échanger ensemble sur l'état de la situation au niveau planétaire, autant au niveau sociétal Ouais. qu'au niveau touristique, là. C'est de mettre la table en réalité, là. Ben, en fait, c'est justement, tu nous pars un article où tu nous dis que ce qu'on observe, c'est que essentiellement, depuis les derniers mois, euh, la crise qu'on vit a servi un peu d'accélérant sur des tendances qui étaient déjà là. Je sais qu'on va parler d'un peu d'un point de vue mondial, socio-économique, mais d'un point de vue touristique, là, il y avait des choses déjà qu'on observait, là, le flight shaming en Europe, le surtourisme, le slow tourisme. Donc, quel était, de quoi tu nous parles par rapport à ça, là, au tourisme et ces tendances qui sont accélérées? Ben, au niveau touristique, moi, je pense que tout ce qui est la notion, surtout pour les longs voyages, et les longs courriers, là, plus lent, plus vert, plus long, plus rare, moi, je pense que ça va être une tendance lourde. Je suis convaincu parce que vous noterez d'ailleurs qu'en tourisme, le secteur vraiment le plus affecté, puis je pense pas qu'ils vont revenir Hmm. même un jour à la normale, c'est l'aviation. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir une tendance de fond qui s'accélère. Dans ce type de voyage-là, sans utiliser le terme de tourisme d'expérience, mais un tourisme beaucoup plus de sens et qui va faire que les gens vont faire moins de longs voyages, mais encore une fois, des voyages où ils vont prendre plus le temps, plus durable, plus environnemental, plus long encore une fois. Mais ça va être un peu comme une liste là, de voyages à faire avant de mourir. Et donc, oui, il y a de l'avenir, puis le tourisme va continuer, incluant le tourisme de masse. C'est pas demain la veille, ça va arrêter, mais je pense que ça va être une tendance qui va être très, très lourde, où on va revenir un peu comme au début du tourisme commercial avant les années 1950, où voyager, c'était vraiment un privilège, puis une expérience en soi. Oui, puis dans ton article d'ailleurs, tu nous parlais d'une expression. On fait tellement en mode télétravail, on fait beaucoup de conférences Zoom. Alors, tu nous parlais qu'on est en train de devenir un peu des zombies ou des zombies Ouais. et qu'on va chercher peut-être encore plus à se voir en personne. Donc, je trouve ça intéressant. Tu parlais aussi de l'hébergement, de la restauration. Donc, quand même des Ouais. impacts, là. Ça ne sera pas le même tourisme là, demain, là.
Ben, c'est ça. Il faut se faire à l'idée qu'on ne peut pas, même si c'est humain, on veut revenir à 2019, puis comme c'était avant. Oublions ça, ça ne sera pas le cas. Entre autres, au niveau de l'hébergement, tout l'élément technologique là, pour aseptiser les séjours, Ouais. c'est comme après le 11 septembre 2001, puis les mesures de sécurité dans les aéroports. Ben, ça, là, ce qu'on est en train de mettre en place, puis je pense que ce n'est pas encore terminé, au niveau des applications, au niveau des mesures sanitaires, en hôtellerie, par exemple, moi, je pense que ça va demeurer. Puis là, ça représente tout un défi, parce que si on élimine beaucoup de contacts humains par des nouvelles applications, que ce soit avant d'arriver à l'hôtel ou durant ton séjour, puis même dans ta chambre d'hôtel, ben, quelque part, là, on perd le cachet humain, ça c'est évident. Et ça, c'est une des conséquences. Tu parlais du tourisme d'affaires, c'est vraiment pas évident. Puis avec le télétravail, c'est certain qu'il y a une partie des gens qui vont demeurer en télétravail, avec tous les impacts que ça a pour le tourisme d'affaires, le tourisme urbain, mais également pour tout le commerce aussi des villes comme Montréal et Québec, ça va être directement affecté. Mais le tourisme, de toute manière, comme on le disait, on aura l'occasion d'y revenir de manière plus exhaustive Ouais. dans le deuxième volet de cette trilogie. Ouais. Dans ton article de cette semaine, là, tu nous parles du modèle économique qui ne tient plus la route à l'échelle mondiale. Tu nous donnes quand même quelques exemples, quelques statistiques assez percutantes. Peux-tu partager ça avec nos auditeurs aujourd'hui? Oui, mais comme on le disait, la crise là, a accéléré des tendances qui étaient là avant. Puis, une des grosses tendances avant, c'était de dire que notre modèle économique, là, puis j'aime pas ça les termes, les expressions, le capitalisme, puis Ouais. socialisme, puis même Trump utilise communisme, puis tout le... Mais la réalité est que le modèle basé uniquement sur la croissance puis le produit intérieur brut ne tient plus la route parce que ça l'a démontré depuis 30 ans, beaucoup plus d'inégalités, mais également la surconsommation qui fait que notre planète, on n'est plus capable de fournir à la demande et à une croissance de cet ordre-là. Alors, cette situation-là fait que, en même temps qu'il faut régler la pandémie, puis en parallèle avec la crise climatique dans laquelle nous sommes, puis qui va aller quand s'accélérant, alors mettre tous ces facteurs-là ensemble font qu'il va falloir que quelque chose se passe, puis que ça se règle. Puis il y a des pistes de solutions, évidemment que des gens ont déjà réfléchi, puis heureusement. Et ça, le but de tout expliquer ça, bien, le tourisme, on n'est pas dans une bulle, c'est pas un monde à part. Le tourisme, nos entreprises, nos travailleurs, nos individus, nous les propriétaires, on fait partie de la société. Puis c'est sûr qu'on va être impacté par ces changements-là, qui ne seront pas dans 50 ans, là. Ils vont être obligatoirement, même qu'on le veuille ou pas, dans les prochaines années. Alors, le fondement de tous ces échanges-là que je souhaite qu'on fasse ensemble, c'est de dire, ben, on fait quoi là? Est-ce qu'on regarde le bateau passer ou on participe au changement d'une manière positive et constructive? Est-ce que tu crains, parce que le climat et la crise climatique là, dont on entendait beaucoup parler, évidemment, on pense notamment à Greta Thunberg et puis tout l'engouement qu'on voyait depuis les 2, 3 dernières années. En tout cas, c'était beaucoup plus dans l'univers médiatique. Là, il y a une espèce d'éclipse, là, je veux dire, on ne parle que de la COVID-19. Est-ce que tu as peur qu'il y ait un peu un retour en arrière? On pense uniquement, mettons, à l'usage unique du plastique, des bouteilles d'eau, du retour des sacs de plastique pour des raisons sanitaires, soi-disant, mais est-ce que ça, c'est temporaire ou est-ce qu'on peut effectivement penser que ça aura un impact de contrebalancier par rapport à ce qu'on voyait là, depuis quelques années? Bien, tout ça est temporaire parce que c'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'aller dans la bonne direction. Le problème qu'on a actuellement au Québec et au Canada, puis c'est la même chose aux États-Unis et en Chine, on ne va pas du tout dans la bonne direction. On n'atteint pas nos cibles de diminution des gaz à effet de serre, etc. Donc, si on ne réagit pas, puis c'est tous ensemble, en tant qu'individu, mais en tant qu'entreprise également, si concrètement et rapidement, on ne fait pas des changements révolutionnaires, d'un terme positif, c'est sûr qu'on va frapper un mur. Au Québec, on est chanceux, on a l'hydroélectricité. On n'est pas si pire, sauf dans les transports. On émet beaucoup au niveau des transports, mais la crise, c'est comme la pandémie. Le changement climatique, c'est planétaire. Ça fait que si tout le monde ne participe pas en même temps à trouver des solutions, on va tout le monde frapper le mur. Puis le mur, au plus tard, encore une fois, vers 2032, là, déjà, là, avec 0,5 degrés Celsius d'augmentation depuis 2014 des températures, ça va frapper très, très fort. Puis il ne s'agit pas seulement d'avoir des bonnes pratiques individuelles puis de recycler tout ça, mais en plus, il va falloir retirer le carbone de l'atmosphère. Ce n'est pas juste de changer nos pratiques, mais il faut développer des nouvelles technologies qui vont créer d'ailleurs des millions d'emplois. On dit souvent, c'est bien beau être contre le pétrole, mais pense-tu aux travailleurs de Fort McMurray en Alberta? Mais justement, avec des plans, là, entre autres le Green New Deal. Ben c'est ça, Jean-Michel, justement, dans l'article, tu nous parles du Green New Deal, du beigne hollandais, de la Convention citoyenne française. Peux-tu nous en dire un peu plus?
Bien, certainement, le Green New Deal, là, c'est un peu à l'époque, après la Grande Dépression aux États-Unis, il y a eu le New Deal. Là. Alors, c'est des Mhm. investissements du gouvernement américain qui ont créé des millions d'emplois. À ce moment-là, surtout au niveau d'infrastructure. Le nouveau Green New Deal, qui est appuyé par le Parti démocratique américain. Alors, si Biden est élu, ben, en bonne partie, ils vont essayer d'appliquer le Green New Deal. Puis le Green New Deal, là, c'est justement s'attaquer aux inégalités sociales parce qu'on dit tu as beau régler juste le climat, si tu ne regardes pas la façon dont l'économie est faite, on va avoir des problèmes Non. majeurs dans la société. Puis notre tourisme va souffrir autant. Ce ne sera plus par la pandémie, mais ça va être par les troubles sociaux dans différents pays, incluant au sud ici, aux États-Unis. Alors, il amène toute une série que je décris dans l'article d'ailleurs, toute une série de mesures qui sont intéressantes. En Hollande, depuis 2012, on appelle ça le beignet hollandais. Bien, là aussi, c'est une approche holistique d'ensemble de la société. Alors, comment on peut être plus durable, plus juste envers tout le monde, puis en changeant l'économie, pas devenant, encore une fois, socialiste, puis tout appartient à l'État, mais en changeant nos façons de faire, de consommer, etc. Alors, des solutions qui sont sur la table, je pense que c'est réaliste. Le défi, c'est quand on est en zone de confort, comme on l'est au Québec et au Canada, puis la plupart des politiciens aussi, on ne veut pas changer. Puis ça, c'est humain, puis c'est Mhm. naturel parce qu'on trouve que ça va bien. Comme actuellement, on dit l'économie du Québec reprend, le taux de chômage 8,7 c'est excellent. Oui, mais c'est bien beau, mais tout ça est temporaire. On ne voit pas le mur qui est devant nous. Alors, il faut faire des changements qui sont drastiques, mais qui vont être positifs. Moi, je suis convaincu qu'il y a moyen de changer la société, sauf de changer aussi rapidement, ça ne s'est jamais fait. Alors, si on ne le Ouais, mais fait je pas, pense que le on va. contexte s'y prête quand même bien. On vit on est en train de vivre, en fait, une telle situation inédite que, effectivement, peut-être on le voit à Montréal où on essaye, il y a des choses qui s'essayent, parfois ça Ouais, fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Bref, dans l'article, tu nous parles de plusieurs exemples. On va inviter les gens à aller regarder ça de plus près. tout à fait. La semaine prochaine, dans la prochaine vidéo et le prochain article, on va parler du tourisme au Québec, comment justement on peut envisager des nouvelles solutions, des nouvelles avenues, des nouvelles façons de faire. Et dans le troisième volet, on va essayer de jaser ensemble des manières, des tactiques. Fait qu'on invite les gens déjà à nous envoyer des questions, commentaires sous le fil ou dans la section des commentaires. Et puis, on pourra y faire écho là, si jamais on a ça avant la prochaine captation. Merci Jean-Michel, je te souhaite une Ouais, bonne c'est journée. super. Merci, Frédéric. Bye. Bye bye.